types d'émotions qu'une personne ressent généralement au cours d'une semaine. Stress, frustration, colère, insécurité, solitude, ennui, détresse, bonheur, soulagement, amour, excitation, joie. C'est là un échantillon de choix émotionnels très restreint lorsqu'on pense aux milliers d'états agréables que peut ressentir une personne. Prenez soin de ne pas vous limiter à une liste aussi courte. Je vous suggère de goûter à une gamme d'émotions beaucoup plus vaste. Essayez de nouvelles choses et entretenez un palais plus raffiné. Pourquoi n'essayez-vous pas de ressentir plus d'enthousiasme, de fascination, de gaieté, d'entrain, de séduction, de sensualité, de désir, de gratitude, d'émerveillement, de curiosité, de créativité, de talent, d'assurance, d'audace, de considération, de gentillesse, de douceur, d'humour. Vous pouvez même dresser une longue liste de votre cru. Vous pouvez connaître toutes ces sensations en modifiant simplement la façon dont vous vous servez de votre corps. Vous pouvez vous sentir fort, vous pouvez sourire, vous pouvez tout changer instantanément en éclatant de rire. N'avez-vous jamais entendu ce vieil adage « Un jour tu repenseras à tout cela et tu en riras ». S'il est vrai, pourquoi n'essayez-vous pas tout de suite de repenser à certaines choses et d'en rire? Pourquoi attendre? Réveillez votre corps. Apprenez à toujours vous mettre dans des états physiques agréables quoi qu'il arrive. Comment? Créez de l'énergie par la façon dont vous pensez et repensez à une chose, puis vous modifierez à l'avenir les sensations que vous associez à cette situation. Si vous utilisez sans cesse votre corps pour exprimer vos faiblesses, par exemple si vous avez toujours les épaules voûtées ou si vous marchez comme si vous étiez épuisé, vous vous sentirez fatigué. Comment pourrait-il en être autrement? Votre corps mène vos émotions. Votre état émotionnel se met alors à influencer votre corps et vous vous trouvez pris dans un cercle vicieux. Voyez par exemple la façon dont vous êtes assis présentement. Redressez-vous et faites en sorte que votre corps génère plus d'énergie alors que vous continuez non seulement à lire, mais aussi à maîtriser les principes que vous découvrez. Que pouvez-vous faire immédiatement pour modifier votre état d'esprit et, de ce fait, pour changer vos sentiments et la façon dont vous agissez? Prenez de grandes respirations, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Éclairez votre visage d'un large sourire et regardez vos enfants avec bienveillance. Si vous désirez véritablement changer votre vie, engagez-vous, pendant les 7 prochains jours, à vous regarder dans un miroir pendant 1 minute, et ce, 5 fois par jour en souriant jusqu'aux oreilles. Vous vous sentirez sans doute très ridicule, mais n'oubliez pas que, grâce à ce geste, vous stimulerez constamment un mécanisme particulier dans votre cerveau et vous ouvrirez ainsi une voie neurologique vers le plaisir que vous prendrez l'habitude d'emprunter. N'attendez pas, faites-le et avec plaisir. Mieux encore, sortez et sautez à la corde au lieu de faire du jogging. Le saut à la corde est un moyen remarquablement efficace de modifier votre état d'esprit pour 4 raisons. 1. C'est un excellent exercice. 2. Pour votre organisme, c'est un exercice moins contraignant que le jogging. 3. Vous ne pourrez pas garder sur votre visage un masque sérieux. 4. Vous divertirez toutes les personnes qui vous apercevront. Vous changerez même l'état d'esprit de ces personnes en les faisant rire ou sourire. Le rire est tellement efficace. Mon fils Joshua a un copain, Matt, qui a le rire tellement facile qu'il en devient contagieux. Dès qu'on l'entend rire, on se met à rire aussi. Si vous souhaitez vraiment améliorer votre vie, apprenez à rire. En plus de vos 5 sourires quotidiens devant le miroir, laissez-vous aller à rire sans raison 3 fois par jour pendant 7 jours. Un sondage effectué récemment par le magazine Entertainment Weekly a montré que 82% des gens qui vont au cinéma veulent rire, 7% veulent pleurer et 3% veulent crier. Cela devrait vous donner une idée de l'importance que nous donnons au rire par rapport à de nombreuses autres choses. De plus, si vous avez lu les livres de Norman Cousin, du docteur Deepak Chopra ou du docteur Bernie Siegel, ou si vous avez étudié la neuropsycho-immunologie, vous savez que le rire peut influencer notre organisme et stimuler notre système immunitaire. Pourquoi ne trouveriez-vous pas une personne qui rit beaucoup? Ne la prendriez-vous pas comme modèle? Amusez-vous. Dites-lui par exemple « Puis-je vous demander une faveur? Vous avez un rire merveilleux. Permettez-moi d'essayer de l'imiter. Aidez-moi un peu. » Je vous garantis que vous finirez par rire tous les deux à gorge déployée. Respirez comme le fait cette personne. Imitez sa posture et ses mouvements. Adoptez les mêmes expressions faciales. Faites les mêmes sons.
Vous vous sentirez ridicule pour commencer, mais vous vous laisserez vite prendre au jeu et vous finirez tous les deux par rire aux éclats d'avoir un comportement aussi folichon. L'important, c'est qu'en agissant ainsi, vous commencez à jeter les bases du réseau neurologique qui vous fera rire régulièrement. Plus vous le ferez souvent, plus vous aurez le rire facile et vous vous amuserez immensément. Nous savons beaucoup de choses, mais en ressentons trop peu. Du moins, nous ressentons trop peu de ces émotions créatrices qui façonnent une vie heureuse. Bertrand Russell. Une personne peut continuer à bien se sentir si elle se sent déjà bien ou si tout va comme elle veut. Cela n'est pas très difficile. Cependant, le véritable secret d'une vie heureuse est de pouvoir parvenir à bien se sentir lorsqu'on ne se sent pas bien ou lorsqu'on ne veut même pas bien se sentir. Sachez que vous pouvez réaliser cet exploit instantanément si vous faites de votre corps un outil pour modifier votre état d'esprit. Dès que vous avez déterminé la physiologie associée à un état d'esprit, vous pouvez l'utiliser pour générer à volonté les états d'esprit que vous recherchez. Il y a plusieurs années, j'ai travaillé avec John Denver, un homme qui m'impressionne non seulement à cause de ses talents de musicien, mais aussi parce que sa personnalité est, en privé, en parfaite harmonie avec son image publique. La raison de son succès est claire. C'est un homme si chaleureux et qui se soucie tellement des autres. Il me consultait car il souffrait de temps en temps du syndrome de la page blanche. Après avoir déterminé à quel moment il avait composé ses meilleures chansons, nous avons constaté que l'inspiration lui venait lorsqu'il s'adonnait à une activité physique. En général, il trouvait l'inspiration nécessaire pour composer une chanson en entier après avoir dévalé une pente en ski ou après avoir piloté son jet ou son bimoteur ou encore lorsqu'il avait conduit sa voiture de sport à toute vitesse. Habituellement, non seulement la vitesse y était-elle pour quelque chose, mais la poussée d'adrénaline et son observation des beautés de la nature étaient des éléments importants de sa stratégie créatrice. À l'époque où il me consultait, il éprouvait certaines frustrations et ne s'adonnait plus à des activités physiques aussi régulièrement qu'auparavant. En reprenant simplement ses anciennes habitudes et en privilégiant sa physiologie, il est parvenu aussitôt à retrouver son assurance, son inspiration et sa créativité. Vous et moi avons le pouvoir de réaliser des changements semblables n'importe quand. En modifiant notre physiologie, nous pouvons améliorer notre performance. Nos capacités sont toujours là, mais il faut nous mettre dans des états d'esprit qui les rendent accessibles. Par conséquent, la clé du succès consiste à créer des modèles de mouvement qui vous donnent de l'assurance, de la force, de la souplesse et le sens de vos facultés personnelles. Reconnaissez que l'inertie vient d'un manque de mouvement. Essayez de penser à une personne âgée, quelqu'un qui ne se déplace plus beaucoup. La vieillesse n'est pas une question d'âge, c'est un manque de mouvement. Et le manque absolu de mouvement est la mort. Pensez à des enfants qui marchent sur un trottoir après une averse et qui voient une flaque d'eau. Que feront-ils lorsqu'ils seront devant la flaque d'eau? Ils sauteront dedans à pieds joints, en riant et en s'éclaboussant pour s'amuser. Mais que ferait une personne plus âgée? La contournerait-elle? Évidemment, mais elle le ferait de mauvaise grâce, en grommelant sans arrêt. Vous voulez vivre différemment? Vous voulez marcher d'un pas léger, le sourire aux lèvres? Alors donnez la priorité à la joie, à l'audace et à la gaieté. Attendez-vous à vous sentir bien. Sachez que vous n'avez pas besoin d'une raison pour vous sentir bien. Vous êtes en vie. Vous pouvez vous sentir bien sans raison. Le pouvoir de la concentration. Si vous le vouliez, ne pourriez-vous pas vous sentir déprimé sur le champ? Je suis certain que vous le pourriez. Il suffirait pour cela que vous vous concentriez sur une chose horrible qui vous est arrivée. Ne vivons-nous pas tous des événements pénibles à un moment ou à un autre de notre vie? Si vous vous concentrez sur un souvenir pénible, si vous le revivez et y pensez, vous vous mettrez rapidement à le sentir. Êtes-vous déjà allé voir un très mauvais film? Retourneriez-vous le voir des centaines de fois? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que vous ne vous sentiriez pas bien si vous le faisiez. Alors, pourquoi revenir régulièrement au mauvais film dans votre esprit? Pourquoi vous imaginer dans le rôle que vous aimez le moins? Avec le ou la partenaire qui vous plaît le moins? Pourquoi revivre sans cesse vos échecs en affaires ou les conséquences d'une mauvaise décision sur le plan professionnel? Bien entendu, ces films de série B ne se limitent pas uniquement à vos expériences passées. En ce moment même, vous pouvez vous rendre malheureux en vous concentrant sur des choses dont vous avez l'impression qu'elles vous manquent. Pis encore, vous pouvez même vous rendre malheureux à l'avance en vous concentrant sur une chose qui n'est pas encore arrivée. Peut-être cela vous fait-il sourire, mais c'est malheureusement ce que la plupart d'entre nous font tous les jours.
Si vous vouliez être au 7e ciel en cet instant même, le pourriez-vous? C'est pourtant aussi facile que de vous rendre malheureux. Pourriez-vous vous concentrer sur le souvenir d'un moment où vous avez connu le bonheur parfait? Pourriez-vous vous concentrer sur le bien-être physique que vous ressentiez à ce moment-là? Pourriez-vous vous en souvenir assez nettement pour pouvoir pleinement vous identifier à ces sentiments? Je parie que vous le pouvez. Vous pourriez aussi vous concentrer sur des choses qui vous transportent de joie présentement, sur ce qui vous semble merveilleux dans votre vie. Vous pourriez même vous concentrer sur des choses qui ne sont pas encore arrivées et vous en réjouir à l'avance. C'est là le pouvoir que donnent les buts et qui feront pour cette raison l'objet du chapitre 11. Ce sur quoi nous nous concentrons devient notre perception de la réalité. En vérité, bien peu de choses sont absolues. En général, les sensations qu'une chose vous inspire et la signification que vous prêtez à un événement particulier dépendent de votre perspective. Élisabeth, la personne affligée de personnalités multiples, souffrait constamment. Son mécanisme de fuite consistait à se créer une nouvelle personnalité dès qu'elle devait composer émotivement avec une situation donnée. Cela lui permettait de changer de perspective et de voir le problème avec les yeux de quelqu'un d'autre. Pourtant, elle a continué à souffrir même après avoir intégré toutes ses personnalités. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une fois après avoir appris à contrôler ses états d'âme, en changeant consciemment sa physiologie et sa perspective, qu'elle a réussi à prendre le contrôle de sa vie. Une perspective est une façon de voir les choses. Ce n'est pas la réalité, ce n'est qu'une perception de ce que sont les choses en réalité. Voyez cette perspective, ce pouvoir de concentration, comme l'objectif d'un appareil photo. Celui-ci vous permet de voir l'image sous un certain angle dès que vous avez fait la mise au point. Pour cette raison, les photographies que vous prenez peuvent facilement déformer la réalité et ne présenter qu'une partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Supposez que vous alliez à une fête avec votre appareil photo et que vous vous installiez dans un coin pour observer un groupe de gens en train de se disputer. Quelle idée vos photos donneraient-elles de cette fête? Elles feraient croire qu'elle était complètement ratée et que tout le monde avait passé son temps à se disputer. Il ne faut donc pas oublier que la façon dont nous représentons les choses détermine la façon dont nous nous sentons. Que se passerait-il si vous dirigiez l'objectif de votre appareil photo sur un groupe d'invités en train de rire et de plaisanter? Vos photos laisseraient supposer que c'était une fête remarquablement réussie, où tout le monde s'entendait à merveille. C'est pour cette raison que les biographies, non autorisées, sont cause de tant de confusion. Elles représentent uniquement une perception de la vie d'une autre personne. Très souvent, cette perception est celle d'un auteur que la jalousie pousse à déformer les faits. Le point de vue de la biographie se limite uniquement à l'angle de l'appareil photo de l'auteur, et nous savons tous qu'un appareil photo déforme la réalité. En effet, un gros plan peut faire paraître une chose plus grosse qu'elle ne l'est en réalité. Pour reprendre les paroles de Ralph Waldo Emerson, nous voyons tous chez les autres ce que nous portons dans notre cœur. La signification est souvent une question de perspective. Si vous avez pris un rendez-vous d'affaires et que la personne que vous devez rencontrer n'arrive pas à l'heure, ce que vous ressentez dépend uniquement de votre perspective. Vous imaginez-vous qu'elle est en retard parce qu'elle s'en moque ou parce qu'elle a de la difficulté à se rendre à l'endroit prévu? Le scénario que vous choisissez influera inévitablement sur vos émotions. Qu'en serait-il si cette personne vous avait perturbé et qu'elle était en retard parce qu'elle tentait d'obtenir ailleurs une meilleure offre pour la proposition d'affaires qu'elle devait vous apporter? N'oubliez pas que ce sur quoi vous vous concentrez détermine ce que vous ressentez. Peut-être ne faut-il pas sauter trop rapidement aux conclusions. Ne vaut-il pas mieux choisir avec précaution ce sur quoi nous concentrer? Votre perspective détermine si vous percevez la réalité comme bonne ou mauvaise, si vous vous sentez heureux ou malheureux. Les voitures de course me passionnent et sont pour moi la métaphore parfaite pour illustrer le pouvoir de la concentration. Conduire une voiture de Formule 1 peut parfois donner l'impression que piloter un hélicoptère est une activité très relaxante. Dans une voiture de course, on ne peut pas laisser sa concentration se relâcher un seul instant. L'attention du pilote ne peut pas se limiter à l'endroit où il est. Il ne peut pas non plus s'attacher à ce qui vient de se passer ou se projeter loin dans l'avenir. Tout en restant pleinement conscient d'où il se trouve, le pilote doit prévoir ce qui est sur le point de se produire dans un avenir rapproché. C'est là l'une des premières leçons que j'ai apprises lorsque j'ai commencé à suivre des cours de pilote de voiture de course. L'instructeur m'a fait monter dans ce qu'on appelle une voiture dérapante. Il s'agit d'un véhicule équipé d'un ordinateur et de mécanismes de levage permettant à l'instructeur de soulever n'importe quelle roue du sol sans préavis. La première règle qu'on nous apprend à suivre est celle-ci.
Concentrez-vous sur la route et non sur ce qui vous fait peur. Si l'on se met à déraper et à perdre le contrôle, on a toujours tendance à regarder le mur. Et si on se concentre sur celui-ci, c'est exactement là qu'on finit par aboutir. Les pilotes savent qu'on va à l'endroit que l'on regarde. On se déplace dans la direction sur laquelle on se concentre. Ainsi, s'ils résistent à la peur, s'ils ont confiance et s'ils se concentrent vers la direction où ils veulent aller, leurs agissements les conduisent dans cette direction et, s'ils peuvent s'en sortir, ils s'en sortent. Mais ils n'ont aucune chance s'ils se concentrent sur ce qui leur fait peur. Les gens disent toujours « qu'importe si l'on va vers la catastrophe de toute façon ». Sachez que vous augmentez vos chances en vous concentrant sur ce que vous voulez. Il est toujours dans votre intérêt de vous concentrer sur la solution. Si vous roulez à trop grande vitesse dans la direction d'un mur, vous concentrer sur le problème juste avant la catastrophe ne vous aidera en aucune façon. Lorsque l'instructeur m'a expliqué cela pour la première fois, j'ai fait signe que oui et j'ai pensé « bien sûr, je sais tout cela ». Après tout, c'est exactement ce que j'enseigne moi-même. Au cours de ma première sortie de route, l'instructeur a appuyé tout à coup sur le bouton, sans que j'aie le temps de m'en apercevoir. J'ai commencé à déraper et à perdre le contrôle. Où pensez-vous que j'ai dirigé mon regard? Vous seriez prêt à le parier? Sur le mur. Pendant les dernières secondes, j'étais terrifié car je savais que j'allais frapper le mur. L'instructeur m'a alors pris la tête et m'a forcé à regarder dans la direction où je devais aller. Nous avons continué à déraper et je savais que nous allions percuter le mur. Mais j'ai été forcé de regarder uniquement dans la direction dans laquelle je voulais aller. Évidemment, en regardant dans cette direction, je n'ai pas pu m'empêcher de tourner le volant. J'ai redressé la voiture au dernier moment et nous avons évité la catastrophe. Comprenez mon soulagement. Il y a une chose qu'il est très utile de savoir sur ce sujet. Lorsqu'on change de perspective, il arrive fréquemment que l'on ne change pas immédiatement de direction. N'est-ce pas aussi le cas dans la vie? Il y a souvent un temps d'attente entre le moment où l'on modifie sa perspective et celui où notre corps et notre expérience de la vie s'adaptent à cette nouvelle perspective. C'est pourquoi vous devez vous concentrer dès maintenant sur ce que vous voulez au lieu de laisser le problème persister inutilement. Cette leçon m'a-t-elle suffi? Non. J'avais fait un essai, mais je n'avais pas créé une neuroassociation assez forte. Je devais me conditionner à réagir selon la règle. Évidemment, la deuxième fois que je me suis retrouvé face au mur, l'instructeur a dû me rappeler, en criant, de ne fixer que mon but. La troisième fois cependant, j'ai tourné la tête délibérément et consciemment dans la bonne direction. J'avais confiance et tout a bien été. J'ai fait suffisamment d'essais depuis, dès que je dérape, je tourne automatiquement la tête dans la direction où je veux aller, puis je tourne le volant et la voiture réagit comme je m'y attends. Est-ce que cela me donne la garantie que je réussirai toujours si je contrôle ma perspective? Non, bien sûr, mais cela augmente les chances d'y parvenir au centuple. Il en va de même dans la vie. Dans les chapitres subséquents, vous apprendrez quelques moyens de vous assurer que vous vous conditionnez à rendre vos perspectives positives. Pour le moment, prenez simplement conscience que vous devez discipliner votre esprit. Si vous ne le contrôlez pas, il vous jouera des tours, mais si vous le dirigez bien, il deviendra votre meilleur allié. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7.